Chapitre 4. Le coffre de marin. Naturellement, je me hâtais de raconter à ma mère tout ce que je savais, comme j'aurais peut-être dû le faire longtemps auparavant. Nous comprîmes tout de suite que nous nous trouvions dans une situation difficile et périlleuse. Une partie de l'argent du vieux boucanier, s'il en avait, nous revenait de droit, mais selon toute probabilité, ses camarades, particulièrement les deux spécimens que j'avais vus, Chien Noir et le mendiant aveugle, ne seraient pas disposés à renoncer à leur butin pour payer les dettes du mort. Si, me conformant à l'ordre du capitaine, je partais à cheval sur-le-champ pour prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans protection, chose que je ne pouvais pas envisager. En fait, il semblait impossible que nous restions tous deux plus longtemps dans la maison. La chute des charbons dans la grille de la cuisine, le tic-tac même de l'horloge nous emplissaient de crainte. Pour nos oreilles, le voisinage semblait hanté par des bruits de pas qui s'approchaient. Entre la vue du cadavre du capitaine étendu sur le plancher de la salle et la pensée de ce détestable aveugle en train de rôder dans les parages et prêt à revenir, il y avait des moments où, comme on dit, j'avais vraiment la chair de poule. Il fallait prendre une décision rapide. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les deux pour aller chercher de l'aide au hameau voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sans attendre davantage, nous sortîmes en courant nu-tête dans la nuit tombante et le brouillard glacial. Le hameau, invisible depuis l'auberge, était à peine à quelques centaines de yards de distance, de l'autre côté de la baie suivante. Ce qui me donnait beaucoup de courage, c'est qu'il se trouvait dans la direction opposée à celle d'où était venu l'aveugle et qu'il avait sans doute prise pour s'en retourner. Nous fîmes le chemin en quelques minutes. Pourtant, nous nous arrêtâmes sur la route à plusieurs reprises pour nous prendre par la main et écouter. Mais nous n'entendîmes rien d'anormal, rien que le chuintement sourd des vagues sur le rivage et le croassement des corneilles dans le bois. Les chandelles étaient déjà allumées quand nous atteignîmes le hameau, et je n'oublierai jamais combien je fus réconfortée par la vue des lueurs jaunes qui brillaient aux portes et aux fenêtres. Mais comme nous ne tardâmes pas à nous en apercevoir, c'était le seul secours que nous pouvions espérer de ce côté-là. On aurait pu croire que des hommes auraient eu honte de se montrer si lâches, et pourtant, il n'y eut pas une âme pour accepter de revenir avec nous à l'amiral Benbow. Plus nous racontions nos ennuis, plus tous les villageois, hommes, femmes et enfants, refusaient de quitter l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, que je ne connaissais pas, était familier à quelques-uns d'entre eux et engendrait une véritable terreur. En outre, certains hommes qui avaient travaillé dans les champs au-delà de l'amiral Benbow se rappelaient avoir vu sur la route plusieurs inconnus et, les prenant pour des contrebandiers, s'être enfuis à toutes jambes. L'un d'eux même avait aperçu un petit lougre dans une anse que nous appelions le trou de Kit. Par suite, quiconque passait pour un camarade du capitaine leur inspirait une frayeur mortelle. Bref, si plusieurs villageois voulaient bien gagner à cheval la maison du docteur Livesey qui se trouvait dans une autre direction, aucun ne consentit à nous aider à défendre l'auberge. On dit que la lâcheté est contagieuse, mais par ailleurs la discussion peut enhardir. Quand chacun eut dit son mot, ma mère entama un discours. Elle ne voulait pas, déclara-t-elle, perdre de l'argent qui appartenait à son pauvre enfant sans père. « Si aucun de vous n'ose nous accompagner, poursuivit-elle, Jim et moi, nous serons plus courageux. Nous allons retourner à l'auberge par le même chemin, et grand merci à vous tous, gros lourdeaux, poules mouillées que vous êtes. Nous ouvrirons ce coffre, même au péril de notre vie. Prêtez-nous donc ce sac, je vous prie, madame Crossley, pour remporter l'argent qui m'est dû. » Naturellement, je dis que j'irai avec ma mère, et naturellement, tous se récrièrent contre notre témérité. Mais même alors, pas un n'offrit de venir avec nous. Ils se contentèrent de me donner un pistolet chargé pour nous défendre si nous étions attaqués, et de promettre de tenir des chevaux tout scellés au cas où nous serions poursuivis à notre retour. En outre, un jeune villageois devait partir immédiatement chez le docteur et en ramener des hommes armés. Mon cœur battait à tout rompre quand nous repartîmes tous les deux dans la nuit froide pour entreprendre cette dangereuse expédition. La pleine lune commençait à se lever et son disque rougeâtre apparaissait derrière les couches les plus hautes du brouillard. Ceci nous fit presser l'allure car, de toute évidence,
avant que nous puissions ressortir de l'auberge, il ferait clair comme en plein jour, et notre départ ne passerait pas inaperçu s'il y avait des guetteurs dans les environs. Nous nous glissâmes le long des haies, en silence, et le plus vite possible. Enfin, sans avoir rien vu ni entendu qui vint augmenter nos craintes, nous atteignîmes à notre grand soulagement la porte de l'amiral Benbow, que nous refermâmes sur nous. Aussitôt, je tirai le verrou et, l'espace d'un instant, nous restâmes sans bouger, haletant dans les ténèbres, seuls dans la maison avec le cadavre du capitaine. Ensuite, ma mère prit une chandelle dans la buvette, puis nous pénétrâmes dans la salle en nous tenant par la main. Le vieux boucanier gisait tel que nous l'avions laissé, couché sur le dos, les yeux ouverts, un bras étendu de toute sa longueur. « Baisse le store, Jim !» murmura ma mère. « Il pourrait venir et nous épier du dehors. Et maintenant ?» poursuivit-elle. « Il nous faut prendre la clé sur ce cadavre. Qui va oser le toucher, je me le demande. » Elle poussa une sorte de sanglot en prononçant ces dernières paroles. Je m'agenouillai aussitôt. Sur le plancher, près de la main du mort, se trouvait un bout de papier rond noirci d'un côté. De toute évidence, c'était la tache noire. Je le pris et lus de l'autre côté ce court message écrit en lettres très bien formées. « Tu as jusqu'à 10 heures du soir. »« Maman !» dis-je à voix basse. « Il avait jusqu'à 10 heures. » Juste à ce moment, notre vieille horloge commença à sonner et ce bruit inattendu nous fit sursauter d'épouvante. Mais il nous apprit une bonne nouvelle. Il n'était que 6 heures. « Allons vite, Jim. Cette clé, trouve-la !» dit ma mère. Je fouillai les poches du mort, l'une après l'autre. De la menue monnaie, un dé à coudre, du fil et de grosses aiguilles, une carotte de tabac dont un bout manquait, son fameux coutelas à la poignée recourbée, une boussole portative et un briquet à amadou. Voilà tout ce qu'elle contenait. Je commençais à désespérer. « Elle est peut-être pendue à son cou ?» suggéra ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'ouvris brutalement le col de la chemise. Effectivement, nous trouvâmes la clé, pendue à un bout de ficelle goudronnée que je coupai avec le coutelas du capitaine. Ce succès nous remplit d'espoir. Nous montâmes en hâte l'escalier sans plus attendre, pour gagner enfin la petite chambre où il avait dormi si longtemps et où son coffre était resté depuis le jour de son arrivée. Extérieurement, il ressemblait à n'importe quel autre coffre de marin. Sur le dessus, on lisait la lettre B, gravée au fer rouge, et les angles étaient tout cassés comme ceux d'un objet longtemps malmené. « Donne-moi la clé !» me dit ma mère. Bien que la serrure fût très dure, elle l'ouvrit et rejeta le couvercle en arrière en un clin d'œil. Une forte odeur de tabac et de goudron monta de l'intérieur, mais nous ne vîmes rien sur le dessus qu'un costume en très bon état, soigneusement brossé et plié. Ma mère déclara qu'il n'avait jamais été porté. Au-dessous se trouvait un fouillis d'objets hétéroclites. Un sextant, un gobelet d'étain, plusieurs rouleaux de tabac, 2 paires de fort beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole, quelques autres petits bijoux sans grande valeur, presque tous de fabrication étrangère, 2 boussoles montées sur cuivre et 5 ou 6 coquillages des Antilles. Je me suis souvent demandé depuis pour quelle raison il avait transporté ces coquillages avec lui au cours de sa vie errante, criminelle et traquée. Cependant, nous n'avions rien trouvé qui eût la moindre valeur, à l'exception du lingot d'argent et de la montre, qui ne faisaient pas du tout notre affaire. Au fond, il y avait un vieux suroît, tout blanchi par le sel au passage de la barre de plusieurs pores. Ma mère le retira d'un geste impatient, et nous vîmes devant nous les derniers objets du coffre. Un paquet, enveloppé dans de la toile cirée, contenant sans doute des papiers, et un sac de toile qui, au toucher, fit entendre le tintement de pièces d'or. « Je montrerai à ces coquins que je suis une honnête femme, » dit ma mère. « Je vais prendre mon dû, pas un liard de plus. Ouvre le sac de madame Crossley. » Sur ces mots, elle entreprit de tirer du sac du capitaine le montant de sa dette pour le mettre dans celui que je tenais. L'opération fut longue et difficile, car les pièces de monnaie provenaient de tous les pays et avaient toutes les dimensions. Des doublons, des louis d'or, des guinées, des pièces de 8, et bien d'autres encore étaient entassées au hasard. En outre,
Les guinées se trouvaient en assez petit nombre et ma mère ignorait la valeur exacte des autres pièces. Elle ne pouvait faire son compte qu'avec celle-là. Quand nous eûmes fait la moitié de notre tâche, je la saisis brusquement par le bras, car je venais d'entendre, dans le silence de la nuit glaciale, un son qui me remplit d'angoisse. Le bruit du bâton de l'aveugle heurtant le sol de la route gelée. Il ne cessa pas de se rapprocher tandis que nous restions figés sur place, retenant notre souffle. Il y eut un coup sec contre la porte de l'auberge. Ensuite, le misérable qui essayait d'entrer tourna la poignée et secoua le verrou. Puis, le silence régna pendant un bon moment à l'extérieur comme à l'intérieur. Enfin, le bruit du bâton heurtant le sol recommença et, à notre grande joie, s'éloigna lentement pour s'éteindre dans le lointain. « Maman, dis-je alors, prends tout et allons-nous-en. » J'étais persuadée en effet que la porte verrouillée avait dû paraître suspecte et que nous allions nous trouver dans un beau guêpier. Cependant, personne ne saurait imaginer, à moins d'avoir connu ce terrible aveugle, à quel point je me félicitais d'avoir tiré le verrou. Mais ma mère, en dépit de sa frayeur, ne voulut pas consentir à prendre plus que son dû, tout en refusant obstinément de se contenter de moins. Elle me dit qu'il n'était pas encore 7 heures, qu'elle connaissait ses droits et qu'elle entendait les obtenir. Pendant qu'elle discutait ainsi avec moi, un léger coup de sifflet retentit à une bonne distance sur la colline. C'en fut assez, et plus qu'assez pour nous deux. « Bon, je vais emporter ce que j'ai là, » dit-elle en se levant d'un bond. « Et moi je prends ceci pour arrondir la somme, » ajoutai-je en saisissant le paquet de toile cirée. Un instant plus tard, nous descendions l'escalier à tâtons, laissant la chandelle près du coffre vide. Après quoi, nous ouvrîmes la porte et battîmes en retraite. Il était grand temps. Le brouillard se dispersait rapidement. La lune éclairait déjà les hauteurs. Il ne subsistait plus qu'un très mince voile de brume tout au fond du vallon et autour de l'auberge pour cacher les premiers pas de notre fuite. Bien avant d'être à mi-chemin du hameau, à peine au-delà du pied de la colline, nous serions obligés d'avancer au clair de lune. Mais ce n'était pas tout. En effet, un bruit de pas nombreux parvenait déjà à nos oreilles, et quand nous eûmes jeté un coup d'œil dans leur direction, nous vîmes approcher très vite une lumière qui se balançait de ci de là. L'un des arrivants portait une lanterne. « Mon petit, » dit ma mère brusquement, « prends l'argent et sauve-toi, je vais m'évanouir. » C'était la fin pour nous deux. Comme je maudis la lâcheté de nos voisins, comme je reprochais à ma pauvre mère son honnêteté et sa cupidité, sa témérité passée et sa faiblesse présente. Fort heureusement, nous étions arrivés déjà au petit pont et je l'aidai à gagner le haut de la rive en chancelant. Là, elle poussa un soupir puis s'affala sur mon épaule. Je ne sais trop comment je trouvai la force nécessaire et crains fort d'avoir agi sans ménagement, mais je réussis à la traîner jusqu'au bas de la rive puis à l'engager un peu sous l'arche du pont. Il me fut impossible de la tirer plus avant car la voûte étant trop basse, je ne pouvais m'y glisser qu'en rampant. Il nous fallut donc rester là, ma mère presque entièrement à découvert, et tous deux à portée de voix de l'auberge.